Bonjour à tous. Alors, je suis très honoré d'être parmi vous. Je n'ai pas l'habitude de parler donc, devant les médecins nucléaires. C'est plutôt, j'ai l'habitude de présenter, de faire mes présentations devant mes collègues cardiologues interventionnels. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous cette question concernant la pathologie coronaire. Une question très importante et on va vite comprendre pourquoi c'est une question très importante. Alors, comme vous le savez, la cardiopathie ischémique, c'est la première cause de mortalité dans le monde. On a vu ce matin que les cancers aussi figurent parmi les étiologies donc responsables de plus de morts dans le monde. Et la cardiopathie ischémique actuellement, donc c'est la première cause de mortalité dans le monde et cela n'a pas changé. Donc en 2015, c'est toujours la cardiopathie ischémique qui est en tête avec plus de 8 millions de décès dans le monde. Et cela malgré les avancées thérapeutiques et de stratégies de thérapeutique qui ont connu donc un essor et une évolution très importante, ainsi que les stratégies d'évaluation et de diagnostic. Alors chez nous, en Algérie, on n'est pas à l'abri de ce taux de mortalité assez élevé. Et vous voyez qu'on se trouve pas très loin de la zone rouge, avec à peu près donc 100, un chiffre qui varie entre 100 et 155 décès par 100 000 habitants. Alors, comme vous le savez aussi, depuis 2013, on ne parle plus d'ongor stable, on parle plutôt de maladie coronaire stable, qui est définie par des épisodes d'ischémie myocardique réversible. Et le caractère stable est défini par l'absence d'évolutivité de cette douleur thoracique dans le temps. Alors on sait aussi que, par conséquent, la maladie coronaire stable recouvre tout patient sans ongor instable, notamment le coronarien stabilisé après syndrome coronaire et l'ischémie myocardique silencieuse. On sait aussi que la revascularisation myocardique est le moyen le plus efficace pour réduire à court terme la mortalité en cas de syndrome coronaire aiguë. Par contre, en cas de maladie coronaire stable, il y a un certain consensus en faveur de l'intérêt de la revascularisation, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de preuves solides de cette stratégie pour tous les patients. Et voilà, donc je vais vous montrer l'ensemble des études randomisées qui ont comparé entre le traitement médical et la revascularisation chez l'angine stable. Certainement, vous allez reconnaître la fameuse étude de Courage 2007, qui a c'est la première étude randomisée publiée en 2007 et qui a comparé entre le traitement médical et l'angioplastie coronaire. Cette étude a jeté un pavé dans le monde de la cardiologie interventionnelle en décrivant une égalité en matière de pronostic entre le traitement médical optimal et l'angioplastie coronaire. Cette étude est restée négative 12 ans plus tard. Voilà le suivi des patients de l'étude Courage. C'est à peu près la moitié des patients de l'étude Courage. Jusqu'à 12 ans de suivi, il n'y a pas de différence significative en matière de mortalité entre les patients traités médicalement et les patients traités par angioplastie coronaire. Donc cette étude, certainement, c'est l'étude la plus connue, la plus médiatisée, mais elle n'est pas la seule, puisqu'il y en a d'autres. Voilà l'étude Barré-2D aussi, publiée en 2009. Là encore aussi, cette étude n'a pas trouvé de différence significative entre le traitement médical et la revascularisation, que ce soit par angioplastie coronaire ou par pontage aortocoronaire. Une autre étude effectuée chez le tritronculaire et le bitronculaire qui a comparé entre la revascularisation chirurgicale et le traitement médical, et cette fois-ci chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche, qui est l'étude STICH. Et là encore, aussi, cette étude n'a pas trouvé de différence en matière aussi de pronostic entre le traitement médical et la revascularisation par pontage aortocoronaire. Et même si on prend les patients chez qui on a effectué un test de viabilité, soit par CENTI ou par écho-DOBI, là encore aussi, il n'y a pas de différence significative entre le traitement médical et le pontage aortocoronaire, même en présence de tissus viables. Il fallait attendre 10 ans plus tard pour trouver une différence dans cette étude STICH, qui a une différence entre le traitement médical
et la revascularisation chirurgicale chez les patients bi ou très tronculaires en dysfonction ventriculaire gauche. C'est quand même un peu contradictoire, puisque la majorité des méta-analyses trouvent donc une différence significative, hautement significative en faveur de la revascularisation chirurgicale chez les patients en dysfonction ventriculaire gauche en présence d'une lésion bi ou très tronculaire. Je vous montre aussi une étude qui est l'étude FAME2, cette étude publiée en 2012 et qui a comparé entre le traitement médical et l'angioplastie coronaire guidée par la FFR. Cette étude a trouvé une différence significative entre l'angioplastie coronaire et le traitement médical, si en prenant en considération le critère primaire qui englobe beaucoup de choses, notamment les hospitalisations en urgence, la revascularisation en urgence, mais si on prend que la mortalité et l'infarctus du myocarde, il n'y a pas de différence significative entre le traitement médical et l'angioplastie coronaire. Alors c'est quand même accablant, beaucoup d'études contre l'angioplastie coronaire, même si on prend les méta-analyses, la majorité de ces travaux aboutissent au même résultat, c'est-à-dire dans l'insuffisance coronaire stable, la revascularisation percutanée n'offre aucun bénéfice en termes de survie, de risque d'infarctus ou de revascularisation ultérieure par rapport au traitement bien conduit. C'est quand même, pour être honnête avec vous, c'est quand même troublant que la littérature nous dit des choses et nous, dans la pratique, on fait autre chose. On a tendance à stenter et à faire de l'angioplastie coronaire chez les patients stables. Pourquoi il y a un tel écart entre les données de la littérature et la pratique quotidienne? Certainement, cela tient au fait que la majorité des études sont basées sur des sténoses, sur l'anatomie des sténoses, et à aucun moment on prend en considération la part fonctionnelle de ces lésions coronaires. Je m'excuse de cette plaque trop chargée. Elle est très importante à mon sens, puisque c'est un travail très considérable qui comporte plus de 10 000 patients. Alors, vous voyez sur l'axe horizontal l'étendue de l'ischémie qui va de 0% à 20%. Les barres blancs représentent les patients traités par revascularisation, essentiellement angioplastie coronaire. Les barres noires représentent les patients traités revascularisés par traitement médical. Alors, si on a une ischémie myocardique de moins de 10%, vous voyez que les barres blancs sont plus grands que les barres noires. Cela veut dire qu'on meurt plus si on est revascularisé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien non seulement ça ne sert à rien de revasculariser les patients peu ou pas ischémiques, mais on leur porte préjudice. Par contre, si on prend les patients avec 10% d'ischémie et au-delà, vous constatez que les barres noires sont plus grandes que les barres blanches, c'est-à-dire qu'on meurt moins si on est revascularisé. Là encore, on peut gagner en matière de mortalité jusqu'à 60% si on arrive à revasculariser les patients avec un étendue d'ischémie au-delà de 20%. Si on prend aussi l'étude de scintigraphique de courage, vous constatez que le taux d'événement, y compris l'infarctus et le décès, augmente d'une manière significative dès qu'on a 5% d'ischémie myocardique et au-delà pour arriver à un taux d'événement à 39% si on a une ischémie myocardique au-delà de 10%. Cette étude l'étude scintigraphique, bien évidemment, de courage, a montré qu'on peut améliorer le pronostic de nos patients si on arrive à diminuer l'ischémie myocardique de 5%. Et pourtant, cette étude, la moyenne de l'étendue de l'ischémie de cette étude n'est que de 8%, donc inférieur à 10%. D'un côté, et de l'autre côté, cette étude aussi a utilisé beaucoup plus scintigraphie avec un vasodilatateur, qui est l'adénosine. Et d'autant qu'on sait la meilleure valeur pronostique, c'est celle de la scintigraphie myocardique d'effort. Alors à partir de là, normalement, on devrait baser notre revascularisation sur une nouvelle stratégie. Cette stratégie devrait être basée sur l'étendue de l'ischémie myocardique afin de sélectionner les patients à haut risque. Comment on va les sélectionner? On devrait prendre en considération le fameux taux d'ischémie myocardique pour la scinti au-delà de 10%. Ici, on fait une écho de stress ou une IRM de stress. Et il faut prendre en considération il faut avoir au moins 3 segments d'anomalie de la contractilité pour dire que l'ischémie myocardique est étendue. D'ailleurs, c'est le rationnel même de l'étude de ischémia, cette étude qui est une étude de stratégie qui compare entre le traitement médical et la revascularisation par angioplastie coronaire. C'est une étude qui est en cours
et qui a pris que les patients avec une ischémie modérée à sévère pour la scintigraphie. La majorité des patients, ceux qui ont eu une scintigraphie myocardique, ils ont une ischémie myocardique au-delà de 10%. Donc on attend avec impatience les résultats de cette étude qui est normalement prévu pour décembre 2019. Alors donc après cette revue de littérature, donc, qui n'est pas en faveur vraiment de l'angioplastie coronaire, je vais essayer de vous présenter un cas clinique pour illustrer un peu donc qu'est-ce qu'on fait nous sur le plan pratique. C'est un patient de 62 ans, diabétique, hypertendu, qui a fait une douleur thoracique au repos un mois auparavant, à troponine 1 mois. Je l'ai vu à la consultation 1 mois après. Il a acquis un longueur d'effort, il avait une tension correcte et une fraction d'éjection à 65%. Voilà son électrocardiogramme qui s'inscrit en rythme sinusal, qui n'a pas de problème particulier, excepté peut-être un discret susdécalage sigmo-ST qui ne dépasse pas les 0,5 mm en inférieur, avec des ondes T aplaties dans le même territoire. Alors, la question qui se pose toujours, faut-il faire une coronarographie d'emblée chez ce patient ou bien faire un test d'ischémie? Alors, si on voit les recommandations nous demandent de calculer la probabilité pré-test. Alors, si nous sommes mis à calculer la probabilité pré-test chez ce patient, un homme de 60 ans avec angor typique, donc on est dans la première colonne, le score, il est à 84. Et si on voit le deuxième tableau des recommandations, on voit que notre patient se trouve au niveau de la colonne du milieu. Donc, il y a un risque intermédiaire, on va dire haut, puisqu'il se rapproche de 85%. Donc, c'est recommandé de faire une imagerie fonctionnelle, soit une CNT, ou une écho, une IRM de stress. Alors, donc, si on regarde les recommandations, on voit que la coronarographie est rarement nécessaire en première intention pour établir le diagnostic de maladie coronaire. Sauf dans 3 cas de figure. Le premier cas, c'est lorsqu'on a un test non invasif, non contributif, qui est une éventualité normalement assez rare. Deuxième cas de figure, lorsque on est en présence d'une dysfonction ventriculaire gauche. Et troisième cas de figure, lorsqu'on a une probabilité quasi certaine de maladie coronaire, comme c'est le cas de notre patient, homme de 60 ans, avec des symptômes typiques ou des symptômes sévères. Mais dans ce cas-là, faire la coronarographie, c'est juste pour dépister les lésions coronaires, les lésions plutôt menaçantes, à savoir une lésion du tronc, de l'évia proximale ou des lésions très tronculaires. Alors, faire la coronarographie aussi ne veut pas dire forcément revascularisation. Alors, donc, nous avons effectué donc, la coronarographie. Donc, nous avons effectué la coronarographie chez ce patient. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, la vidéo là. D'accord. Bon, je crois qu'on n'a pas le temps pour faire toutes ces choses-là, donc vous pouvez me croire sur parole. Alors, donc, le patient avait donc, une lésion de la marginale principale. Il avait aussi une lésion de l'interventriculaire antérieur. Et il avait une lésion aussi de la coronaire droite. Donc, on est devant un patient de 62 ans avec des lésions très tronculaires. Si on voit donc les recommandations concernant la revascularisation, donc on nous demande de revasculariser les patients, donc à visée pronostique bien évidemment, si on a une lésion du tronc commun, si on a une lésion de l'évia proximale, si on a une dysfonction ventriculaire gauche, et bien évidemment si on a une ischémie myocardique qui est tendue au-delà de 10%. Et donc chez notre patient, il n'y avait pas de lésion du tronc, il n'y avait pas de lésion aussi de l'évia proximale, et vous avez vu aussi qu'il y avait une fonction ventriculaire gauche correcte. Donc logiquement, on devrait chercher au quantifier l'ischémie myocardique chez notre patient. Alors, nous, donc là encore aussi, ça ne marche pas. Donc, on a décidé plutôt de faire une revascularisation d'emblée sans qu'on quantifie l'étendue de l'ischémie myocardique. Donc là, on a fait d'abord, dans un premier temps, le premier axe, donc la marginale et l'interventriculaire antérieure, et puis après, on a rappelé le patient quelques jours plus tard pour faire la coronaire droite. Là encore aussi, vous devrez me croire, le résultat angiographique est magnifique. Alors, mais on se pose la question, est-ce qu'on a rendu service aux patients en faisant donc une angioplastie coronaire
chez un trait tronculaire sans faire donc la part fonctionnelle de ces lésions coronaires, je ne suis pas sûr, puisqu'on s'est basé sur une quantification anatomique, donc on n'a pas pris en considération l'étendue de l'ischémie myocardique chez ce patient. Vous allez me poser la question pourquoi? Parce que, honnêtement, assez souvent, lorsqu'on est devant des lésions pareilles, donc pour nous, en géographiste, en géoplasticien, donc on voit que les lésions sont critiques. Donc du coup, c'est vrai que théoriquement, on a l'embarras du choix par rapport donc, à l'imagerie fonctionnelle. On a l'écho de stress, on a Senti, on a l'IRM, mais sur le plan pratique, je sais que l'épreuve d'effort n'a pas de place ici et que l'échographie de stress, pour moi, elle est toujours à l'état embryonnaire dans nos centres et l'IRM presque un peu au pas de centre. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La scintigraphie myocardique. Alors, la scintigraphie myocardique aussi a des limites, puisque, notamment chez le trait tronculaire, et essentiellement, lorsqu'on fait la scintigraphie, ce percentile, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature, la sensibilité de la scinti pour l'identification de la maladie coronarienne n'est que de 60%. Voilà un cas qui illustre ça parfaitement, une ischémie myocardique inférieure et infériolatérale avec une réversibilité légère chez un patient très tronculaire avec des lésions sévères. On n'a pas de doute par rapport aux performances diagnostiques de la scintigraphie myocardique. Depuis l'arrivée de G-Gate SPECT, la spécificité de la scintigraphie se rapproche de 90%. Et on peut aussi s'aider par les autres indices de l'ischémie myocardique, c'est-à-dire en dehors des défects perfusionnels, notamment une dilatation transitoire du VG ou une diminution de la fraction d'éjection supérieure à 5% par rapport à celle du repos, ou bien une augmentation du volume diastolique, comme c'est le cas chez ce patient-là qui a une ischémie inférieure et infériolatérale, avec donc des signes de sévérité si on se basant sur les autres indices de la scintigraphie myocardique. Donc, on sait que la scintigraphie a une valeur pronostique inégalée. Vous voyez sur cette plaque, sur 80 études, plus de 60 000 patients, chez un non-ginome stable, si on a une scintigraphie normale, le taux de mortalité se rapproche de la population générale qui est de l'ordre de 0%. On sait aussi que la scintigraphie est un examen différent de la coronarographie. On sait aussi qu'une coronarographie normale peut s'accompagner d'une souffrance myocardique à cause de l'artériosclérose diffuse, comme on sait aussi que la perfusion coronarienne peut être normale en cas de sténose coronarienne, bien évidemment en présence d'une collatéralité. Donc logiquement, si on a un test de stress de qualité, et je n'ai pas de doute par rapport aux performances de nos confrères médecins nucléaires, donc on peut pallier donc à ces limites de la scintigraphie myocardique. Donc nous, honnêtement, lorsqu'on vous envoie un patient donc pour une scintigraphie myocardique, ce n'est pas pour le dépistage, c'est plutôt on cherche donc deux réponses. Premièrement, est-ce qu'on fait une coronarographie chez ce patient? Et la deuxième question qu'on se pose toujours et qu'on vous pose, est-ce que je dois le revasculariser? Autrement dit, donc on cherche une valeur pronostique et un seuil pronostique sur traitement médical. D'ailleurs, ce qui a fait le succès de la scintigraphie aux États-Unis, même si on sait que là-bas, c'est plutôt pour des raisons extramédicales, puisque vous savez qu'aux États-Unis, c'est un système d'assurance. C'est-à-dire, si vous dilatez un patient, c'est un PEPA, et si vous n'avez pas une ischémie myocardique au-delà de 10%, vous risquez d'avoir des poursuites judiciaires. Ce qui a permis quand même à la scintigraphie d'être robuste en matière de quantification. Donc, on veut une évaluation et une quantification complète de l'ischémie afin de prédire le geste invasif qui, donc, dont le premier objectif est d'améliorer la perfusion myocardique. Donc moi je pense que le point de vue fonctionnel doit l'emporter sur le point de vue anatomique. Et pour conclure, on va dire que la scintigraphie est un élément déterminant pour prédire le bénéfice d'une revascularisation et qu'il n'y a aucun bénéfice au traitement médical si on a une ischémie myocardique de moins de 10% et que les performances de scintigraphie sont très bonnes. Et ces performances sont étroitement dépendantes de la qualité du test et des performances du médecin nucléaire. Merci pour votre attention.